Aucun pays en Afrique, d'ailleurs aucun pays dans le monde, à part le Vietnam, n'a réussi à faire dégager l'armée française et à faire dégager l'armée américaine. En même temps, hein? Coup sur coup. C'est une arme qui a été utilisée en permanence depuis des siècles par les Occidentaux. Les Occidentaux ont très vite compris que diviser était la meilleure façon de régner et de durer. Chaque fois qu'ils ont eu à faire face à des volontés d'émancipation, des volontés de maturation de peuples qu'ils avaient auparavant soumis, ils ont divisé pour régner. Les Occidentaux vont dire, ok, d'accord, nous, on a bien compris que la guerre en Ukraine, on n'a rien dedans. C'est les États-Unis qui vont reconstruire, c'est la Russie qui va reconstruire, l'Europe, chaos debout. Donc, on n'a rien dedans. Vous augmentez des tarifs pour vous payer. C'est vous-même qui avez cassé notre approvisionnement énergétique, qui avez fait chuter nos trucs. Donc, pour avoir l'argent pour vous payer, il va falloir qu'on aille chercher l'argent ailleurs. C'est ça. Et le ailleurs qui est là. C'est où l'Afrique? C'est chez nous. C'est chez nous. Quand vous les entendez dire qu'ils doivent se réarmer et on les bouscule pour qu'ils se réarment eux-mêmes, qu'ils se financent, la guerre en Ukraine, en réalité, est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se négocie, c'est pas un accord de paix, c'est une capitulation. Capitulation, d'accord. Et donc, quand ils disent qu'ils se réarment pour suppléer les États-Unis en Ukraine, c'est faux. Ils se réarment pour, au moment où ils seront de nouveau plus forts, revenir vers l'Afrique, parce que c'est là où ils peuvent piocher. C'est une interview de Nathalie Yamb avec d'autres panélistes. En fait, c'est plus une sorte de débat autour de ce qui se passe dans l'AES. Et donc, Nathalie Yamb a centré en fait son discours sur Niamey. Et c'est ce qu'on va écouter dans cette vidéo. Niamey est vu comme étant le centre névralgique de la lutte pour la souveraineté en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que durant le débat, durant son argumentation, c'est mieux de prononcer comme ça, elle va évoquer ses voyages en Afrique et elle va insister sur l'importance de la solidarité. Faire comprendre que Niamey entre dans l'histoire par la capacité que le Niger a eu de pouvoir faire un coup d'état révolutionnaire, c'est-à-dire faire en sorte de reprendre le pouvoir et de le redonner aux populations du Niger sans aucune effusion de sang. C'était maîtrisé. C'est extrêmement rare et extrêmement difficile à faire. Donc pour ça, Niamey a automatiquement pris un certain leadership qui a par la suite été soutenu et encouragé par la population. D'ailleurs, sans la population, sans l'intervention de la population, ça aurait été beaucoup plus difficile pour le gouvernement en place. Preuve qu'il a su convaincre les cœurs et non pas simplement agir par la terreur. Mais on ne peut pas parler du Niger sans parler du Mali et du Burkina Faso. C'est pour ça que la mobilisation et la conscience politique, le fait de travailler ensemble, en équipe, rend cette alliance extrêmement difficile à défaire. Pas plus tard encore qu'il y a quelques heures, on apprenait qu'il y a eu une énième tentative contre Ibrahim Traoré au Burkina Faso. L'objectif était de mettre à la tête du Burkina Faso un valet, comme ça a été fait avant avec Blaise Compaoré, et puis du jour au lendemain, ils allaient déclarer que le Burkina Faso se retire de l'AES. Ça avait été fomenté, organisé. Il y avait l'argent déjà qui avait été versé à certaines personnes pour pouvoir acheter leur conscience, acheter leur crime. Ils voulaient refaire exactement le même scénario que le 15 octobre 1987, quand on a vu que par des assassinats brutaux, le Burkina Faso a été reculé de 80 ans. On en parlait encore récemment dans une vidéo. Donc, cet acharnement envers l'AES montre à suffisance à quel point le monde a peur quand on décide de s'unir. Et c'est pour ça que la chevalière de Niamey, Nathalie Yamb, ne manque pas alors de préciser toutes les raisons qui doivent pousser l'Afrique à s'unir, à travailler ensemble. Parce que le danger n'est pas encore derrière nous, il est devant. Il arrive et il arrive avec force. Il est en train de se réarmer. Tous parlent de se réarmer soi-disant pour aller en Ukraine, c'est faux. En Ukraine, ils ne sont pas en train de négocier pour la paix. Elle fait comprendre qu'en Ukraine, ils sont en train de négocier une reddition. Ça veut dire qu'ils ne se réarment pas pour l'Ukraine. Ils se réarment pour l'Afrique. Parce qu'ils doivent venir en Afrique récupérer l'argent pour aller reconstruire leur pays, pour aller refaire leur économie complètement bousillée dans cette guerre de proxy de l'OTAN contre la Russie. Pendant ce temps, il y a encore beaucoup de personnes qui croient à leurs différents mensonges. C'est pour ça que cette interview fait un rappel mémoire de tous les enjeux qui sont en cours et de pourquoi est-ce qu'au lieu qu'on se presse à avoir des résultats, on doit plutôt se presser à combattre. On doit plutôt se presser de se préparer à la guerre à venir parce que les dés ne sont pas encore lancés. Si l'Europe revient en Afrique, ce sera pour des siècles et des siècles et on doit tout faire pour empêcher cela. En tout cas, je vous laisse écouter son interview et on se retrouve en fin de vidéo. Madame, pourquoi vous êtes à Niamey? Déjà, merci de me recevoir. Je suis à Niamey parce que Niamey, c'est chez moi. D'accord. Voilà. Très bien. Je suis connue comme étant la chevalière de Niamey. D'accord. Je reviens toujours avec grand plaisir ici. J'y séjourne
comme à la maison. D'accord. Et c'est aussi parce que c'est le centre névralgique du combat le plus important qui se passe en ce moment sur notre continent. Ok. La reconquête de nos pays, la reconquête de nos ressources et la définition pérenne dans le temps de la souveraineté. C'est D'accord. ici et dans les pays frères d'à côté, le Mali et le Burkina, que ça se passe. D'accord. Et donc, je pense qu'il est important de montrer notre solidarité, de venir faire notre part. C'est ce que chacun doit faire. D'accord. Je voyage beaucoup. J'étais il y a peu de temps à l'université de Nairobi. Et je me rends compte dans mes voyages dans le continent africain que tous les regards sont portés sur l'AES. Oui. Tous les espoirs sont portés sur l'AES. Il y a aussi naturellement beaucoup de gens qui ont peur de ce qui se passe à l'AES parce que ça met en danger leurs intérêts. D'accord. Et donc il y a un besoin constant d'expliquer, de mobiliser, de faire des plaidoyers, d'attirer les attentions, de prévenir, de communiquer pour bien expliquer les enjeux, bien identifier les défis D'accord. et bien penser les solutions. Et c'est pour ça que D'accord. c'est le centre névralgique parce que on constate que d'abord, aucun pays en Afrique, d'ailleurs aucun pays dans le monde, Oui. à part le Vietnam, n'a réussi à faire dégager l'armée française et à faire dégager l'armée américaine. En même temps, hein? Coup sur coup. Ouais. Il n'y a pas d'autre pays. Le Vietnam l'a fait. Oui. C'est vrai là-bas au prix de guerre Bien sûr. et d'une vraie guerre Et physique des militaire millions de victimes, hein? et des victimes en masse. Le Niger a réussi à faire dégager ces deux puissances impérialistes occidentales dans la foulée, coup sur coup, sans avoir à faire couler une goutte de sang. D'accord. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a beaucoup de pays dans le monde, et pas seulement en Afrique, qui rêveraient Ouais, de faire la même chose. de faire la même chose, d'avoir les capacités, le leadership nécessaire pour le faire, d'avoir des populations qui ont la résilience et qui ont la souveraineté tellement ancrée en eux qu'ils se sont mobilisés et qu'ils ont réussi à faire dégager ces gens-là. L'histoire le retiendra pour des siècles et des siècles. D'accord, hein, vous avez animé plusieurs conférences à Dosso, à la place Amadou Boubacar au campus de l'Université de Niamey et à Mahamat Gandhi. Pourquoi cette conférence et pourquoi le choix du thème? Alors le choix du thème, parce que c'est une arme qui a été utilisée en permanence depuis des siècles par les Occidentaux. Les Occidentaux ont très vite compris que diviser était la meilleure façon de régner et de durer. Chaque fois qu'ils ont eu à faire face à des volontés d'émancipation, des volontés de maturation de peuples qu'ils avaient auparavant soumis, ils ont divisé pour régner. Et nous sommes actuellement en pleine phase de cela. Ils ont été battus dans le domaine de la présence militaire sur place ici. Mais ça ne veut pas dire que notre adversaire est statique. Ça ne veut pas dire qu'il encaisse les coups et qu'il reste immobile. Il s'adapte. C'est ça. Il se reforme. C'est une hydre. On coupe une tête, il y en a une autre qui bien pousse. sûr. Et je pense qu'il est très important de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas arrivé près du but. On est au début d'une longue guerre. Et souvent, les gens sont impatients. Ils se disent, bon, ben ça va, les Français sont partis, les Américains sont partis, maintenant on veut du travail, on veut... Mais ce que j'explique dans ces conférences, c'est que l'État, la réforme fondamentale qui est en train de faire, la refondation qui est en train d'être faite, c'est pas quelque chose de superficiel. C'est Angela Davis disait que le radicalisme, c'est d'aller arracher les racines du mal et les enlever. Et c'est ce qui est en train d'être fait ici. C'est pas des opérations de cosmétique. Bien sûr. Et donc un État c'est pas un petit vélo qu'on freine et puis on tourne. Un État, c'est un gros paquebot qui, même quand il freine, même quand il veut tourner, quand il freine, il continue quand même d'avancer, porté par son poids, porté par la houle, par la vague, Donc c'est pas un long fleuve tranquille. Et si certaines personnes peuvent penser que ça stagne ou on tarde à avoir les fruits, alors ils sont pas du tout. C'est en
Non, que le Niger a fait ce que d'autres États n'ont pas fait en 60 ans. Ça, c'est sûr. En un an, bien sûr. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont faites qu'on a l'impression que ça fait des années qu'on est dedans. Et j'ai pensé que c'était important avec mes camarades, avec vos amis, voilà, de venir bien expliquer aux uns et aux autres que les défis sont nombreux et que nous sommes dans un mouvement de refondation, mais qu'il faut de la patience, de la résilience et de l'intelligence. D'accord. La division, vous l'avez dit, une arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines. Qu'est-ce que vous fait dire ça et quelles sont vos preuves? Mes preuves sont l'histoire. C'est l'histoire. D'accord. Elles sont dans l'histoire. C'est pour ça que on a mis historique dans le terme, dans le thème. En fait, quand on regarde l'histoire, c'est une suite de preuves de cette doctrine occidentale. L'Occident ne perçoit sa vision du monde qu'à travers des logiques belligérantes, de domination, de conquête, de force, de rapport de force. Ce n'est d'ailleurs pas seulement moi qui le dis ici aujourd'hui. Nous avons un individu qui a été président de la France, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui. Qui nous avait dit à une époque, depuis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Qui lui-même, entre-temps, est très suffisamment entré dans l'histoire judiciaire de son pays, bien sûr. En étant le premier ex-président français à être condamné et à porter un bracelet électronique. Oui, tout à fait. Ce monsieur a été auditionné récemment, je pense que la vidéo a circulé un peu partout, a été auditionné récemment devant le Parlement. Et lors de cette audition, il a dit, je le cite, la civilisation la plus brutale, la plus sauvage, la plus violente qui existe et qui ait jamais existé, c'est la civilisation européenne. C'est nous, c'est pas les autres. Fin de citation. Donc pour une fois, il a dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est factuel. C'est factuel. Depuis toujours, ils ont divisé pour régner. Vous prenez, en ce qui nous concerne, la conférence de Berlin. Ils se rendent à Berlin en 1884, 1885. Ils prennent leur bic, leurs règles, et puis ils commencent à se partager l'Afrique. Il y a 14 puissances de l'époque qui sont là, et ils se partagent l'Afrique. Ils ne regardent pas les espaces communautaires qui existent. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils partagent, ils divisent des familles, ils divisent des clans, ils divisent des communautés, ce qui a encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui, même dans certaines parties de l'Afrique. Tout à fait. Ça remonte à là. Ils ont divisé pour régner. Ensuite, vous le regardez pendant la colonisation, la France, par exemple, avait un espace où elle était puissance colonisatrice. Mais elle n'a pas, mais elle a quand même divisé cet espace. C'est ça. En Afrique équatoriale et en Afrique occidentale française. Et elle a créé une monnaie d'asservissement et elle l'a elle aussi divisée pour empêcher que quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale puisse librement commercer, échanger avec son frère de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc ils ont toujours dans cette logique de division. Ensuite, il y a tous les conflits qui ont été instillés, encouragés, etc. Que ce soit au Tchad, que ce soit au Rwanda. Oui, alors là, c'est dans les grandes largeurs. Que ce soit en Côte d'Ivoire, avec la guerre de Biafra, pardon. Absolument. C'est-à-dire que vous regardez, partout, ils ont encouragé soit les divisions nord-sud, soit est-ouest. Il y a toujours eu des fragmentations. Et en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu. Voilà l'exemple plus récent. Donc l'histoire, là aussi, nous prouve que c'est divisé pour régner. Maintenant, même au-delà de l'Afrique, il y a cette volonté de diviser pour régner quand ils veulent quelque chose. C'est ça. Et on l'a vu, et depuis d'ailleurs la guerre de Yougoslavie de 1991-2001, ils ont introduit une notion pernicieuse dont nous supportons les effets ici aujourd'hui. Ils ont introduit la notion de protection des minorités ethniques. Protection des minorités, c'est ça.
Voilà. Alors, eux, subitement, ils se préoccupent des minorités ethniques. Ce qui est très intéressant. Sauf que après la Yougoslavie, ils en font une utilisation géopolitique. Avec cette notion qu'ils introduisent dans le droit international, ils se donnent le droit d'intervenir militairement à leur guise, là où ils veulent pour protéger les minorités ethniques. Ils l'utilisent comme moyen de sanction, moyen de rétorsion et en plus donc comme moyen de division. Vous voyez, nous sommes les preux chevaliers, nous on vient vous protéger, c'est les autres qui sont les méchants, il faut vous battre pour avoir votre territoire, vous séparer, diviser. Ils l'ont fait en Yougoslavie, ils l'ont fait au Biafra, ils l'ont aussi fait chez les Ouïghours en Chine, la thématique des Rohingyas en Birmanie. Ce qui, je le disais aux jeunes, si vous remarquez bien, les minorités ethniques musulmanes, par exemple, ils veulent les protéger, mais quand elles sont loin. Quand elles sont en France, là-bas, chez eux, ils les qualifient d'ennemis, d'envahisseurs, de gens qu'il faut renvoyer chez eux. Chez eux, tout à fait. Et c'est la même chose qu'ils font ici en Afrique, donc le Biafra, ou alors les thématiques des Peuls, des Touaregs. Tout ça, ça sert à fragmenter, à diviser et à affaiblir. Parce que des peuples unis, seuls des peuples unis sont capables de reprendre leur destin en main, de corriger ce qui a été déconstruit. Et on remarque d'ailleurs que chez eux, ils font tout le contraire. Ils s'unissent, ils font tomber les barrières. L'Union européenne, Schengen, là-bas c'est la vraie intégration. Les gens sortent de chez eux, ils peuvent faire 4 pays dans la journée, sans sortir même une fois leur passeport ou leur carte d'identité. Alors qu'ici, au sein des espaces même régionaux qu'on a, je ne peux pas aller du Ghana au Togo sans montrer mon passeport. Et même sans d'ailleurs donner un peu d'argent pour qu'on me laisse passer. Donc on a l'histoire qui nous prouve cela. Et on a aussi l'histoire qui nous prouve que eux savent que c'est négatif parce que chez eux, ils combattent ceux qui veulent diviser ou qui veulent se séparer. Vous voyez les thématiques des Corses, des Bretons, des Lorrains, des Basques, des Catalans. Pas plus tard qu'en 2017 et en 2019, l'Espagne a sorti des mandats d'arrêt internationaux. On était tous là contre Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan, qui s'est réfugié. Jusqu'au moment où nous nous parlons, il est réfugié en Belgique. En Belgique, voilà. Alors, nous, ici, on encourage des gens à dire séparez-vous, séparez-vous, il faut couper ici, il faut tracer ici. Mais chez eux, si quelqu'un parle, c'est pas possible. Chez eux, ils ont formaté quand même, ils ont ce que j'appelle le minimum républicain. Et je pense que ça, c'est un thème qui pour moi est très important. C'est-à-dire que ce qui encourage la division, mes camarades l'ont dit, c'est qu'il y a leur plan là-bas, mais c'est qu'ils ont des relais locaux dans toutes les strates de la société qui continuent d'œuvrer pour ça. Mais chez eux, je vous assure, Monsieur Abdoulaye, vous prenez un milliardaire qui va avec des millions de dollars voir des leaders politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite du spectre politique chez eux, vous allez leur déposer de l'argent en disant il faut faire un coup d'État, il faut armer des jeunes pour obtenir la sécession. On va vous envoyer balader, ça ne va jamais marcher. Et il faut, c'est ce que j'appelle le minimum républicain. Ils ne sont pas d'accord, ils ont des désaccords, ils sont même idéologiques. Ça, on voit les débats, mais ils ne vont jamais accepter qu'un étranger vienne les instrumentaliser pour casser le pays, pour attaquer le pays, pour endeuiller le pays. Jamais. Et il faut que nous, ici, nous fassions ce changement de mentalité qui va se projeter sur plusieurs années. On ne change pas les mentalités comme on change le soulier de chemise. Mais il faut, et c'est ce qu'on essaye d'initier aussi à travers ces cycles de conférences, de faire cette prise de conscience, même si on n'est pas d'accord. La discussion, la recherche du consensus, le débat même, permettent une maturation de la population. On peut se diviser entre nous, on peut discuter, on peut être en désaccord, mais on ne peut pas laisser des étrangers venir nous instrumentaliser pour nous déchirer, alors qu'eux-mêmes sont hermétiques à cela. Comment les pays de l'AES, de manière concrète, peuvent faire face à cette situation? Parce que vous l'avez évoqué aussi dans votre thème. Tout à fait. Comment bon, déjà, une fois qu'on a pris conscience que la division, c'est une arme qui est utilisée à profusion,
il est bon d'identifier les instruments par lesquels il passe. Je pense que certains ont été évoqués ici, le tribalisme, la division ethnique, la manipulation de la jeunesse, la manipulation des populations en général, la manipulation parfois de l'armée. Il y a les connivences politiques et économiques. Il y a des gens qui gagnent dans cette... Ah oui, c'est devenu du business. Hein, et puis, c'est pernicieux, ça s'infiltre partout, ça crée des cinquièmes colonnes, comme on disait à l'époque. Il passe par la corruption. Tout ça ne passe que par la corruption. Je voudrais même juste ajouter une phrase, c'est-à-dire qu'on parle de la corruption chez nous, toujours, comme si c'est nous qui avions le monopole de la corruption. Mais la corruption induit qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Ah oui, forcément. Et c'est pour ça qu'ils parlent de combattre la corruption. Ils nous disent qu'il faut qu'on combatte la corruption, mais ils corrompent certains pour que ce combat n'aboutisse jamais. Donc, il faut identifier les différents instruments qu'ils utilisent. L'intoxication, les fake news, c'est pour ça que la communication, ce que vous faites ici avec les débats, c'est très important. Les nouvelles, ce qu'il nous a raconté tout à l'heure, la manipulation qui a eu lieu avec lui, ça part tellement vite avec les réseaux sociaux. Abder l'a dit, les images sont vraies, mais l'histoire qu'on raconte autour est fausse. Donc, ce mélange, ce micmac entre le vrai et le faux qui se propage, et puis chacun en parle à sa façon, et puis une petite étincelle devient un incendie. Ah oui, bien sûr. Donc, une fois qu'on a identifié les instruments par lesquels il passe pour diviser, il faut naturellement mettre en place des stratégies pour les désamorcer. C'est-à-dire que tout ce qui est discours haineux, etc., il faut tout de suite déconstruire, stopper, sanctionner, sensibiliser. Ça, il ne faut pas durer. Il faut travailler pour la lutte contre la pauvreté, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et aujourd'hui, on peut malheureusement, aussi bien pour les élections que pour des attaques armées contre le pays, recruter des gens pour des sommes dérisoires. Pour des sommes dérisoires qui ne vont pas leur permettre même d'aider leur famille pendant plus d'une semaine. Alors que ce qui est en train d'être fait ici, c'est quelque chose qui va permettre à la population dans sa globalité de sortir de la pauvreté. Comme ça a été le cas dans les pays asiatiques, dans les années 80-90, les gens qui arrivaient en Europe sur des bateaux comme migrants, les boat people de l'époque, aujourd'hui sont ceux qui arrivent avec les chèques et qui peuvent entrer chez les grandes marques de luxe, pendant que les habitants même du pays tirent le diable par la queue et doivent se contenter des monoprix et compagnie. Donc, il faut bien communiquer auprès des populations pour faire comprendre que le travail qui est fait, ça c'est aussi quelque chose que les États doivent faire, les pays doivent faire, c'est de faire comprendre qu'ils font un travail de fond, de bien communiquer, de bien intégrer la population dans la planification, la stratégie qui est faite. On ne peut pas les laisser dans l'ignorance et savoir que nous on avance. Et les autres vont utiliser ce vacuum pour instiller leur poison. Donc ça, c'est ce que les États peuvent faire. Il faut naturellement avoir une lecture géostratégique de ce qui se passe, parce que le monde est en mutation complète. Perpétuelle, hein? Les alliés d'hier sont peut-être plus les alliés d'aujourd'hui, seront peut-être de nouveau les alliés de demain ou pas. Il faudra mettre des barricades. On le voit c'est exacerbé avec la guerre en Ukraine. Ça a été exacerbé avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Il en a parlé en Palestine. C'est encore plus exacerbé avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche qui mélange tout et qui est pour nous en réalité une fenêtre d'opportunité. Nos adversaires classiques. Vous parlez du retour de Donald Trump? Oui. Une fenêtre d'opportunité pour nous? Oui, alors ça peut être les deux. Ça peut être une fenêtre d'opportunité ou un danger. Ça dépend de ce que nous faisons et comment nous utilisons cette lucarne. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, Donald Trump est venu et ceux qui l'attaquent aujourd'hui, c'est les Européens. Ah oui, bien sûr. Alors, naturellement, son adversaire ultime n'a pas changé, c'est la Chine. Parce que c'est les deux maîtres du monde qui vont se clasher. Mais avant d'aller attaquer la Chine, il
est venu, et contrairement à ce que certains pouvaient croire que non, il aura besoin des Occidentaux pour être plus fort, lui, il casse. Il les rabaisse à ce qu'ils ont toujours été, mais ils se sont pas vus comme ça. Il nous voyait comme des esclaves, il leur apprend qu'eux-mêmes sont des esclaves et que lui n'a pas besoin d'esclaves. Donc il affaiblit l'Europe. Or, c'est l'Europe qui est en première ligne qui a été en première ligne ces siècles derniers pour nous affaiblir, pour nous piller. Donc quand notre adversaire lui-même est dans drap, oui, bien sûr. Faut pas qu'on reste là à regarder le match comme si c'est un match de tennis et puis on regarde. Il faut que dans cette période d'affaiblissement, de reconfiguration, qu'on travaille sur notre sortie et la consolidation de nos atouts. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou croient, nous sommes en position de force. Nous avons les ressources. C'est nous qui avons les ressources. Et c'est nous qui devons casser les barrières que nous avons dans nos têtes pour décider que nous allons imposer nos règles. D'accord. Donc, on a cette position, cette lucarne d'opportunité où nos adversaires ne font plus un front uni, mais sont ratatinés dans le coin KO debout. Si on ne fait rien, si on ne jette pas vraiment les bases, alors c'est pas tout on dit ici de ce qu'il faut faire, parce qu'on va pas donner le mode d'emploi à nos adversaires. On ne dévoile pas sa stratégie. Voilà. Mais si on ne fait pas, si on n'utilise pas rapidement cette lucarne, alors cette fenêtre d'opportunité va devenir vraiment très très dangereuse. Parce qu'à un moment donné, quand vous voyez la guerre des tarifs qui a lieu en ce moment, les Occidentaux vont dire ok, d'accord, nous on a bien compris que la guerre en Ukraine, on n'a rien dedans. C'est les États-Unis qui vont reconstruire, c'est la Russie qui va reconstruire, l'Europe KO debout. Donc on n'a rien dedans. Vous augmentez des tarifs pour vous payer. C'est vous-même qui avez cassé notre approvisionnement énergétique, qui avez fait chuter nos trucs. Donc, pour avoir l'argent pour vous payer, il va falloir qu'on aille chercher l'argent ailleurs. C'est ça. Et le ailleurs qui est là. C'est où l'Afrique? C'est chez nous. Quand vous les entendez dire qu'ils doivent se réarmer et on les bouscule pour qu'ils se réarment eux-mêmes, qu'ils se financent, la guerre en Ukraine, en réalité, est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se négocie, c'est pas un accord de paix, c'est une capitulation. D'accord. Et donc, quand ils disent qu'ils se réarment pour suppléer les États-Unis en Ukraine, c'est faux. Ils se réarment pour, au moment où ils seront de nouveau plus forts, revenir vers l'Afrique, parce que c'est là où ils peuvent piocher et puis aller payer leur dû à leur maître, au ancien maître, et puis aussi réinjecter pour reconstruire une économie qui a été, d'ailleurs, je pense, la première victime de la guerre en Ukraine. Pensez à affaiblir la Russie, mais c'est l'Occident qui a été affaibli. Donc ça, c'est cette partie-là, prendre conscience de ces enjeux. Et enfin, pour terminer, chacun de nous, dans les pays de l'AES, il y a les États, il y a les administrations, il y a la société civile, il y a les individus. Il faut qu'on prenne conscience que chacun doit faire sa part. On n'aime pas son pays avec la bouche. On n'aime pas son pays juste derrière les claviers d'ordinateur. Voilà. C'est pas ça. Aimer son pays, c'est d'abord prendre conscience que on doit le protéger. Chacun doit le défendre. Alors moi je suis une avocate du service militaire obligatoire parce que je pense que ça va changer les choses des gens. Vous voyez, quand on regarde, il parlait du Burkina tout à l'heure. Au Burkina, quand vous quand vous faites des propos bizarres sur les réseaux sociaux, il ne dure pas d'un mauvais rêve. On vous prend, vous allez au front. Quand ils reviennent ils reviennent. On n'a pas appris qu'ils ont été tués. Bien sûr. Mais ils ont compris que ce qu'on disait là derrière les réseaux sociaux, qu'il ne faut rien, etc., c'est autre chose. Donc, d'ailleurs, je profite pour saluer d'ailleurs ce qu'on voit ici, ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce que j'ai constaté, que je constate depuis que je viens et reviens, c'est l'expression démocratique, malgré la difficulté, les attaques. Depuis le 26, j'insiste, depuis le 26, ça il faut de la Tout le monde peut parler, s'exprimer, que ce soit dans les agoras, que ce soit sur les plateaux télé. Il y a vraiment... cette expression. Oui, parce que quand vous dites que vous aimez ce qu'il y a ailleurs, on prend tout. Quand on va aussi vous envoyer là-bas, vous allez comprendre. Donc chacun n'a qu'à d'abord savoir qu'il est lui-même le premier agent du changement. Apprendre à aimer son pays, apprendre à dire « je ne me laisse pas instrumentaliser par l'extérieur pour porter atteinte à mon pays. » J'aime mon pays aussi par des choses très simples. Je jette pas les papiers par terre, je salis pas tout.
Tu aimes ton pays, tu veux qu'il soit propre, tu veux qu'il soit digne, tu veux que les gens aient une image du Niger ou de l'AES qui soit un peuple digne, un peuple qui est fier, qui est conscient, qui vit pour lui-même, et pas un peuple qui subit, qui se laisse aller, etc. Donc chacun a un rôle à jouer. Il y a des stratégies à développer pour chacun des axes. Quel rôle doivent jouer la jeunesse de tous ces pays, je parle des 3 pays de l'AES, et quel sera votre message en direction des populations de l'AES et des dirigeants? Je vais m'adresser à tous en même temps parce que je suis d'accord avec ce que Abder a dit. C'est pas seulement la jeunesse qu'on doit targeter, c'est tout le monde, c'est le système. Il faut que ça ruisselle. La souveraineté, c'est un concept, mais il faut lui donner un contenu. Il faut que chacun, celui qui est dans un service, dans un ministère, à l'entrée, quand il reçoit un dossier et qu'il doit traiter le dossier, il faut qu'il sache dans ce dossier qu'on me donne là, où sont les intérêts de mon pays et comment je les protège. Il faut que les enseignants dans les écoles, dans les universités puissent inculquer cet esprit de souveraineté. Donc il faut vraiment combattre l'ignorance. Il faut savoir que si vous observez notre histoire, toutes les luttes d'indépendance, puisque dans le thème il y avait aussi les luttes africaines, toutes les luttes ont été sabotées par le fait que nous n'avons pas suffisamment ancré et défini les concepts pour lesquels nous nous battions. Nous sommes battus pour les indépendances dans les années 60. Et finalement contraints et forcés, ils nous ont octroyé l'indépendance, comme si l'indépendance s'octroie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À côté des vrais indépendantistes qui se sont battus, ils ont créé de nouveaux indépendantistes dilués, javelisés, qu'ils ont mis. Et puis, c'est à eux qu'ils ont donné, en fait, le pouvoir. Et puis, tout se passe chez nous par cycle de 30 ans. Il faut que chacun en soit bien clair. Après, dans les années 90, on a eu la démocratie. Bien sûr. Les peuples, au bout de 30 ans, ont constaté que non, les indépendances, là, ça nous a rien apporté de nouveau. Il y a eu de nouveau ce soulèvement aspirationnel. Vite, on s'est dépêché, on a dit on va faire la démocratie. Alors, il y a ceux qui voulaient la vraie démocratie, ce qui est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, ce que vous avez fait ici dans les assises. Parce que c'est des décisions que vous avez discutées, vous vous êtes entendus, et puis elles ont été mises en œuvre. Voilà, c'est un dialogue, des décisions souveraines. On dit le peuple souverain. Donc, vous avez fait, les gens avaient espéraient la démocratie, donc le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné à la place? Le multipartisme. Et comme Abder l'a dit en entame, ils avaient leurs gens au pouvoir et leurs gens dans l'opposition. Et puis rien ne bouge. Même quand il y a une alternance, c'est le système qui continue. Et 30 ans plus tard, 2020, qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous, on se rend compte que ni leur multipartisme, ni leur pseudo-démocratie, ni les indépendances bon marché qu'ils nous ont données ne fonctionnent. Alors aujourd'hui, on dit le souverainisme. Mais si on fait l'erreur de ne pas ancrer, de ne pas lui donner un contenu, de ne pas le définir, de ne pas le propager à tous les niveaux, de faire que chacun sache mon pays d'abord. Mon pays d'abord. Après le reste. Ce qu'on va faire là, dans 30 ans, il y aura de nouveau des gens. Nous, on sera peut-être à la retraite quelque part. Et il y aura des gens qui seront sur un nouveau plateau et qui vont une énième fois reprendre ce flambeau. Et on ne va pas avancer. Moi, je considère qu'il faut que les populations, les jeunes et les moins jeunes, sachent que nous sommes une génération de transition. Nous avons vu clair dans le jeu, nous commençons à comprendre. Et nous mettons le bras pour chercher la clé de l'autodétermination et la donner. On va brûler nos mains. Oui, bien sûr. Mais c'est les générations qui viennent là. Qui vont profiter. Qui vont émerger comme complètement libérées de l'intoxication, des carcans qu'on a mis dans notre regard. Et donc, pour terminer, je voudrais dire que c'est souvent parce que nous sommes couchés que nous pensons que les autres sont grands. Ici, dans ce pays, vous vous êtes levés. Et je ne veux pas terminer sans aborder un thème, parce que je vous le dis, je vous le répète, et si ceux qui analysent la situation le savent, on est en guerre. Les gens vont revenir nous conquérir violemment. Et quand ils reviendront, ce ne sera pas pour 20 ans, ce ne sera pas pour 40 ans. Ils vont venir pour rester. Alors eux préparent la guerre, mais eux exigent que nous, nos militaires, qui ont pris leurs responsabilités,
qui sont les mieux habilités à nous piloter dans cette période de guerre continue, prolongée qu'on a devant nous. Eux, ils veulent qu'on les remette vite en dehors des choses pour avoir de nouveau des civils qu'ils savent et peuvent manipuler, etc. Je ne pense pas que dans nos pays, là, il y ait des personnes plus habilitées que ces militaires-là. Dans les 3 pays Dans les 3 pays. Parce que c'est pas le militaire en tant que tel. Parce qu'on a des militaires ailleurs, là, qui font partie du système. On l'a même vu au sein de l'AES. Damiba, c'était un militaire du système pour empêcher. Donc, mais ici, dans l'AES, en ce moment, on a des militaires patriotes qui sont allés au front, qui sont équipés mentalement. C'est-à-dire que quand on regarde la situation, on se dit, ceux d'en face, ils ont plus d'argent que nous. Ils ont des armes plus perfectionnées que nous. Ça peut être vrai. Hein. Même si on avait le temps, je débattrais, parce que nous avons les ressources. Eux, ils ont l'argent. L'argent, c'est du papier. Tu imprimes. Mais nous, on a les ressources, les costauds. Et donc, si on prend conscience qu'on est en position de force, on peut l'utiliser comme levier. On va dire, ils ont les armes, d'accord. Peut-être qu'on a un retard à rattraper là, mais même là, dans cet espace sahélien, on a des cultures de forgerons, de faire ceci. Mais ce qu'ils n'ont pas plus que nous là, c'est la résilience. Et c'est l'intelligence. Ce qui se passe là maintenant, c'est une guerre d'intelligence. Je demande à chacun de faire preuve d'intelligence, de se souvenir que le 26 juillet, vous êtes restés unis. Et c'est pour ça que la refondation s'est faite. Plus tard, à la suite du 26 juillet, quand des sanctions vous ont été assénées matin, midi et soir, que des gens sont morts à cause des embargos iniques et illégaux, vous êtes restés unis. Et c'est ce qui a fait que vous êtes encore debout. Que quand les soldats français et puis le petit clown de Sylvain Ité là, ont refusé de partir du Niger, vous êtes restés unis. Ce sont les populations qui étaient là-bas, devant la base, qui matin se relayaient, matin, midi et soir, et vous avez gagné cette partie-là. Il y a d'autres combats. L'unité, la solidarité sont essentiels. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas appris de nouvelles choses, on a eu un rappel mémoire de ce qu'on savait déjà. Elle a réussi avec ses mots toujours justes, réussi à nous expliquer ou à nous remettre l'alarme pour qu'on se prépare au pire, vu que le pire est à venir. L'idée c'est qu'on se tienne informé, l'idée c'est qu'on se prépare de tout. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.